Merci pour l'invitation. Donc, je vais vous parler d'un projet que j'ai réalisé quand j'étais étudiant au doctorat, en fait, avec Johan Thiel, qui était un autre étudiant à mon université à l'époque. L'article a été publié pour l'issue du 4 juillet 2012, pour des raisons évidentes. OK. Donc, voici le drapeau américain courant. Il y a 50 États, donc 50 étoiles sur le drapeau. Mais il y a beaucoup de discussions pendant longtemps, et même récemment, que peut-être Puerto Rico va joindre les États-Unis. Donc, par exemple, en 2012, il y a eu un référendum. Et les Portoricains ont voté oui, qu'ils veulent joindre les États-Unis et officiellement devenir les 50 premiers États. Il y a même plus récemment, très récemment, en fait, juste il y a un an, un peu plus, qu'ils ont revoté. En fait, je pense que ça a été le cinquième référendum, donc la participation des Portoricains a été plus basse. Peut-être, je pense qu'ils avaient assez de référendats. Mais en tout cas, c'est une vraie réalité. Et donc, nous, comme mathématiciens, nous nous demandons donc si Puerto Rico devient un nouvel État, comment est-ce que le nouveau drapeau des États-Unis sera? Donc, c'est sûr qu'on ne veut pas avoir, OK, vous me donnez 51 étoiles, je peux les mettre comme de façon aléatoire, mais c'est bien d'avoir une symétrie. Et voici quelques exemples de drapeaux avec symétrie. Le drapeau courant a des lignes alternées, des longueurs alternées. Il y a d'autres motifs que les Américains utilisaient, par exemple quand il y a 49 États ou 48 étoiles. Okay. Chris Wilson a étudié ce problème à l'anticipation de Puerto Rico devenir le prochain État. Il a identifié 6 types de symétrie, OK? Qu'il appelait égal Oregon, Wyoming, c'était à cause parce que le drapeau a été désigné comme ça, avec ce style, quand Oregon et Wyoming, respectivement, ont joint les États-Unis, long, court et alterné, que j'ai décrit ici par exemple, d'abord. Donc, c'est quoi égal quand tous les rangées ont la même longueur? Puis, Oregon, toutes les rangées ont la même longueur, sauf la rangée au milieu. C'est Wyoming, toutes les rangées ont la même longueur, sauf la rangée en haut et en bas qui ont juste une étoile additionnelle. Puis, long, on a alternance où on commence et on finit avec quelque chose qui est long. Court, encore des rangées avec des nombres d'étoiles alternants, mais en commençant et en finissant avec une rangée longue. Et finalement, alterné, on commence avec quelque chose de long et on finit avec quelque chose court. OK. Ce sont quelques exemples. Bien sûr, vous pouvez avoir d'autres types de symétrie, mais on va se concentrer sur ces 6 exemples. OK? Ce sont les exemples de Chris Wilson. Donc, voici la définition que j'écris ici en mots. Donc, égal, toutes les rangées ont le même nombre d'étoiles. Oregon, toutes les rangées ont la même longueur, à l'exception de la rangée centrale, qui est plus courte par 2 étoiles, etc. Définition, on va appeler un arrangement beau si il existe un motif qu'est-ce que j'écris ici?
vous me donnez un nombre, les questions est si vous me donnez un nombre d'étoiles n, est-ce que je peux trouver un bon arrangement d'étoiles sur les drapeaux américains, c'est-à-dire un arrangement qui utilise un de ces 6 motifs. OK? Eh bien, je ne veux pas avoir un drapeau qui sera trop long, donc je vais aussi exiger que les rapports entre le nombre de rangées et le nombre de colonnes est dans l'intervalle 1, 2. Donc, il existe au plus 2 fois plus de colonnes que de rangées. OK. Ça fait du sens? Vous êtes avec moi? OK. Donc, en fait, Skip Garibaldi a étudié ce problème. Il est un mathématicien aux États-Unis et il a écrit un programme qui calcule pour quel nombre d'étoiles n jusqu'à 100 il existe un bel arrangement d'étoiles. Il a trouvé que tous les nombres ont un arrangement sauf ces nombres d'étoiles, 29, 69 et 87. Un exemple qui va nous donner 51 étoiles, qui est important dans le cas de Porto Rico. On peut utiliser le motif Wyoming, utiliser 5 rangées de 7 étoiles, et 2 rangées longues de 2 étoiles. Donc ça sera comme ça. Au milieu, vous aurez 7. 5 fois ça. Et puis vous aurez un autre additionnel. Comme ça ici et comme ça ici. OK? Donc ça c'est 8, 7, 7, 7, 7, 5 fois, puis 8. Donc ça fait 51. OK, voici une solution possible pour le drapeau américain si Porto Rico rejoint les États-Unis. OK? De façon plus générale, supposons maintenant que les États-Unis, par exemple, tout le monde devient un protectorat des États-Unis et donc on a besoin beaucoup d'États, donc on a beaucoup de... il faut étudier, est-ce que vraiment pour de grands nombres d'étoiles, est-ce qu'on peut trouver toujours un bel arrangement d'étoiles? C'est la question. Donc, S de n est le nombre d'entières n pour lesquels il existe un bel arrangement de n étoiles. OK? Et donc, par le calcul de Garibaldi, S de 100 est 97 parce qu'il y a juste 3 exemples de nombres où il n'existe pas un bel arrangement. Okay. Et la question est, c'est quoi S de n? Et la réponse qu'on va voir comment montrer est en fait que juste 0% des entières possèdent un bel arrangement. Donc en fait, si les États-Unis croient trop, ça sera trop difficile de construire un drapeau. OK? 0% d'entières. OK, pour répondre à cette question, il faut transformer le problème en un problème mathématique. Et voici la transformation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que pour un nombre n, je peux arranger les étoiles, n étoiles, dans les motifs égaux. Ça veut dire que je peux factoriser mon entière comme a fois b, où les rapports entre les deux facteurs est entre 1 et 2. Pour Oregon, on a aussi une factorisation de 1 plus 2, parce que de 1 plus 2 ou de 1 moins 2? Non, Wyoming est 1 moins 2, désolé. Parce que dans Oregon, la première oui, dans Oregon, la rangée au milieu
à moins des étoiles. Donc 1 plus d aura une factorisation. Ok, je vais juste retourner à la définition. Donc, Oregon, toutes les rangées ont la même longueur à l'exception de la rangée centrale qui est plus courte par des étoiles. Donc si j'ajoute des étoiles, donc 1 plus d aura une factorisation. Puis pour Wyoming, ce sont celles-ci et celles-ci qui ont un étoile additionnel. Donc, alors si je soustrais d du nombre d'étoiles, donc je considère n moins d, ce sera ce nombre qui a une certaine factorisation, etc. Et pour les autres, c'est comme ça. Peut-être l'exemple le plus intéressant est l'exemple long. Parce que dans long, on commence avec je commence avec quelque chose qui est long, puis j'ai quelque chose qui est plus court, long, plus court, long, plus court, etc. Et j'ai fini avec long, ok? Donc, si j'appelle A le nombre de rangées, et supposons que B le nombre d'étoiles qui est de rangées courtes, désolé. Donc, de rangées courtes, A rangée courte, ici, de B étoiles. Donc, quel est le nombre total d'étoiles? Pour chaque rangée courte, j'ai B, donc A fois B, plus pour les rangées qui sont plus longues, j'ai A plus 1 telle rangée, de B plus 1 étoiles chacune. Donc, voici le résultat. Et on observe que dans ce cas-ci, c'est dn-1 qui a la bonne factorisation. Une certaine factorisation où le facteur respecte une certaine condition qui fait une restriction à leur taille respectivement. Et on a des résultats similaires pour les autres arrangements aussi. OK? Alors, toujours, si vous me donnez un bel arrangement d'étoiles, ce n'est pas une grande surprise peut-être que je peux factoriser un nombre dans une certaine façon. OK? Alors maintenant, la question est, quel nombre ont une factorisation de cette forme? Alors voici le problème qui est en dessous de tout. Voici la table de multiplication que vous apprenez à l'école. Okay? Je prends tous les nombres jusqu'à 10 et je considère tous les multiples en E. Donc voici les résultats. Mais maintenant, j'observe ici qu'il y a quelques nombres qui se répètent. Par exemple, 12. Ici, appartient 4 fois ici. Une fois ici, et puis par symétrie en bas. Donc, alors, ce qui se passe, si j'enlève le produit qui se répète, je trouve que juste 42 nombres distincts apparaissent dans la table de multiplication 10 par 10. OK? 42. Un nombre intéressant. Est-ce que c'est une coïncidence que 42 apparaît ici? Je laisse ça comme question ouverte. OK. Voici M. Erdos qui a posé ce problème. Donc, Erdos a dit, OK, voici le problème. Voici, combien de nombres est-ce que si je laisse les tailles de ma table tend vers l'infini, combien de nombres est-ce que je vais trouver dans cette table en tous les nombres jusqu'à n carré? Trivialement, n jusqu'à n au carré. OK, donc, quels nombres jusqu'à n au carré sont? Quelle est la proportion des nombres jusqu'à n au carré que je vais trouver dans cette table? Erdos était un très fameux mathématicien, probablement vous l'avez entendu plusieurs fois. Et il était il avait cette capacité unique de poser des questions qui étaient extrêmement simples, mais qui étaient vraiment dans la limite des connaissances. Donc, pour comprendre cette question, ce qui s'est passé était que le mathématicien
devrait vraiment étudier la structure multiplicative des entières et découvrir de nouvelles propriétés qui n'étaient pas connues. Et tout ça masqué sur une question qui semble un peu stupide. C'était vraiment une capacité guerre de savoir. Voilà. OK, qu'est-ce qu'on peut dire pour ces nombres jusqu'au prendre en premier, juste pour nous familiariser un peu avec ces nombres? OK, il existe plus un carré nombre qui sont dans cette table. Très bien. Je peux améliorer cette borne par symétrie, parce que chaque fois que j'écris un nombre n comme a fois b, je peux l'écrire aussi comme b fois a. Donc ça enlève... donc il y a quelques répétitions. D'autre côté, chaque fois que j'ai un nombre qui est de la forme p fois q, ou p et q sont deux nombres premiers distincts, ce nombre va apparaître juste 2 fois dans la table de multiplication. OK? Parce que par la factorisation unique d'un nombre d'un facteur premier, je ne peux pas l'écrire comme un autre produit. Et puisqu'on sait qu'il existe plus ou moins 1 sur log n nombre premier jusqu'à n, ça implique que an est au moins 1 carré sur 2 log carré de n. OK? Donc on a le nombre an et il est entre 1 carré sur 2 et entre 1 carré sur 2 log n à carré. Alors c'est le dénominateur qui est intéressant. Donc, il y a quand même beaucoup de nombres qui sont ici, mais combien de nombres est-ce qu'ils sont ici? Et comme vous pouvez soupçonner, parce que je vous ai dit que S de n est 0 de proportion des entières, peut-être vous pouvez déjà deviner que c'est vers la borne à gauche la vérité. OK? Donc la question est quelle est la vraie taille de AN? OK. Et en fait, ce qui se passe, pour comprendre cette question, il faut vraiment étudier et comprendre la structure multiplicative des entières. La fonction qu'on va considérer pour analyser AN est la fonction qui compte combien de nombres de facteurs existent. Combien de facteurs est-ce que n a? Donc j'écris mon n dans ces facteurs premiers avec répétition potentiellement. Oméga de n compte combien de facteurs g. Donc par exemple, oméga de 12 est 3. Parce que 12 est 2 fois 2 fois 3. OK, donc peut-être je vais laisser la définition ici. Si n est comme ça, donc oméga de n est R. Et une autre propriété clé de oméga qu'on va utiliser est que ce qu'on appelle en théorie des nombres une fonction additive. OK, ça c'est très simple de voir ça. Parce que si vous donne un nombre m qui a r facteurs et puis un nombre n qui a s facteurs, et c'est sûr que le produit aura un r plus s facteurs. OK. Donc, ce sont les propriétés élémentaires de oméga. Et on va l'utiliser. Tout d'abord, on a besoin d'un théorème de Hardy-Ramanujan qui dit le suivant. OK. Il dit ça comme une formule mathématique, que le nombre de n jusqu'à n majuscule, tel que oméga n est entre 1 moins epsilon log n et 1 plus epsilon log n, si je compare ces nombres d'entières vers le nombre total d'entières jusqu'à n majuscule, ça tend vers 1. Okay? Donc je peux interpréter ça d'une façon probabiliste et dire, si je choisis un nombre n jusqu'à n majuscule de façon aléatoire,
presque sûrement, oméga de n sera très proche de log log n. OK? C'est impressionnant qu'on peut... A priori, oméga n est une fonction qui varie vraiment beaucoup. Comment est-ce que je peux prédire combien de... quelle est sa vraie taille? Mais en fait, avec de la manette, on a découvert que pour presque toutes les entières, oméga de n est log log n. Pour le premier, qu'on a que oméga n est 1, le premier n'affecte pas le résultat parce qu'on a juste n sur log n première, ce qui est 0% des entières. Okay. Le nombre première, oméga de p est 1 pour les entières, mais ici j'écris log log n, mais en fait, le nombre des entières jusqu'à n est juste n sur log n, qui est 0. Donc, si je divise par n, ça tend vers 0. C'est juste 0% des nombres entiers sont premiers. OK. OK. Donc, en autre mot, si on choisit un entier n aléatoirement, alors oméga de n est proche de log log n, avec probabilité 1. Okay. Donc, la moyenne de oméga, pour vous convaincre que ça c'est le cas, je vais juste calculer la moyenne de oméga. OK? Vous avez considéré ça maintenant comme une variable aléatoire. OK? Oméga de n. L'ensemble où vous faites votre sampling sont les entières jusqu'à n majuscule. Et puis, vous voulez calculer la valeur moyenne. OK? Oméga de n est égal à cette quantité. OK, pourquoi est-ce que j'écris ça? OK. Supposons par exemple que n, juste pour simplicité, que n est de cette forme, p carré q. Oméga de n est bien sûr 3 dans ce cas-ci, parce que c'est p fois q. Mais je peux aussi le voir que voici une puissance première qui divise n, voici une autre, et voici une autre. 1, 2, 3. Donc il y a une correspondance entre les puissances premières qui divisent n et la valeur exacte de oméga. Et plus général, P1, V1, P2, V2, etc., PK, VK, si ce sont des nombres premières distincts, quelles sont les puissances qui divisent mon entier? Voici ces puissances de P1 et de même pour P2, etc. Donc, le nombre de puissances est V1 plus V2 plus V3, blablabla. Donc, oméga n, je peux réinterpréter oméga n comme, je considère une somme sur toutes les puissances premières et je me demande est-ce que PA divise n ou non. Et si P à la A divise n, je mets 1. Et sinon, je mets 0. OK. Donc maintenant, je vais calculer la moyenne de oméga. Je remplace l'expression que j'ai trouvée là-bas. Et puis, quand on a une double somme en maths, ce qu'on fait de changer l'ordre de sommation. Donc, appliquer Fubini, si vous voulez. Quand on change l'ordre de dégradation, on change l'ordre de sommation. Donc, je vais sortir les puissances et entrer les entiers. OK. Je fais ça. Les puissances, bien sûr, seront plus petites que n, parce qu'un nombre qui est plus petit que n ne peut pas être divisé par une puissance plus grande que n. Ça, c'est comme vous calculez, quand vous changez l'ordre d'intégration, il faut recalculer les domaines. OK? Par exemple, vous avez ici que c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1, puis de 1 jusqu'à x, de dy dx. Donc, ça c'est quoi? Ça c'est comme ça, puis si je veux changer l'ordre de sommation, je recalcule les limites comme ça. OK? C'est la même chose. Et dedans, je vais juste réécrire que P à la A divise n comme n est la multiple de P à la A, ce qui est la même chose.
Maintenant, je me demande combien de multiples... C'est quoi cette quantité ici? C'est le nombre de multiples de P à la A. OK? Et combien de multiples, si je vous donne un nombre 2, combien de multiples de ce nombre existent entre 1 et n? Qu'est-ce que vous pensez? Combien de nombres pairs existent entre 0 entre 1 et n? 1 sur 2? 1 sur 2? Moitié plus ou moins, n'est-ce pas? Donc, de façon similaire, quels sont les multiples de... Si D divise n, c'est équivalent au fait que je peux écrire mon n comme 1 fois d, et puis m sera plus petit que 1 sur d, n'est-ce pas? Donc, à peu près 1 sur 2. Un multiple de d jusqu'à n. Donc, si je remplace cette approximation, je prétends qu'il n'y a pas d'erreur ici, ce qui n'est pas vrai. Donc, je remplace ça par n sur p à la a, et parce que j'avais divisé par n, l'n disparaît. Donc, j'ai la somme de toutes les puissances jusqu'à n de la fraction 1 sur p à la a. Et puis, OK, pour les A qui sont plus grands que 2, ça converge, donc je vais l'ignorer. Juste A égale à 1 est important. Donc, croyez-moi que ça, c'est plus ou moins 1 sur P. OK, je peux ignorer les puissances qui sont plus grandes que 2. Et maintenant, OK, vous m'avez dit, OK, tu vas transformer un problème difficile en un autre problème difficile. Mais en fait, on connaît la réponse au nouveau problème à cause de M. Mertens, qui a montré que cette dernière quantité est plus ou moins log-log n. Ça, vous pouvez voir aussi de ce que je vous ai dit sur les nombres premières. OK? Les nombres premières ont plus ou moins densité 1 sur log n autour de n. Donc, si je prétends que les nombres premières sont quelque chose de continu, cette somme qui est 1 sur P, il faut remplacer par 1 sur x, parce que c'est 1 sur P, puis la densité de x sur log x, à 1 degré. C'est la démonstration. Vous pouvez tourner cet argument à un argument rigoureux. OK. C'est pas juste... c'est pas black magic, ça. OK. Donc, vous pouvez justifier tout ça de façon rigoureuse. Donc, la moyenne de oméga n est plus ou moins log-log n. C'est une variable aléatoire. Et je vous ai dit que pour presque tous les entières n, oméga n est proche de log-log n, c'est parce que c'est une variable aléatoire qui se concentre autour de sa moyenne. Comme par exemple... une variable normale, une variable poisson. C'est pour ça que vous avez cette concentration. Donc, ça explique le résultat de Hardy-Ramanujan. Bon, cet argument plus la concentration de la variable autour de sa moyenne. OK. Question? Vous êtes plus tranquille maintenant, je ne sais pas. Si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. OK. Comment est-ce que je peux utiliser cet argument pour comprendre AN? OK. On sait que pour presque tout n jusqu'à n majuscule, oméga n est plus ou moins log-log n. Okay. Donc, pour presque chaque paire AB, oméga de A et oméga de B est plus ou moins log-log n. Mais si c'est le cas, oméga de AB, qui est la somme de oméga A plus oméga B, ça sera 2 fois log-log n.
Donc vous avez ce problème que si vous prenez un nombre impair typique de AB, vous trouverez un nombre n qui a trop de facteurs premiers. Donc il y a une certaine imbalance qui dit que typiquement pour un paire typique, le nombre qui est produit AB est atypique. Et à cause de cette imbalance, vous pouvez montrer que AN en fait a presque aucun nombre entier jusqu'à n au carré. Et vous pouvez faire ça rigoureuse, comme dites par exemple, ok, c'est juste un argument sur inclusion et exclusion, de faire ça rigoureuse. Si vous voulez comme exercice, quand vous allez chez vous, vous pouvez essayer de, si je sais que presque tous les nombres n jusqu'à n sont tels que oméga n log log n, comment est-ce que je peux transformer cette idée ici en une vraie preuve? Et montrer que presque aucun nombre n est représenté comme a fois b. OK, donc maintenant on retourne aux beaux arrangements. Je vous rappelle que le motif égal veut dire que mon nombre n est factorisable comme a fois b avec les rapports de a sur b, de b sur a dans A2. Donc b ici est le plus grand. Et vu que B est le plus grand, donc A au carré est plus petit que A fois B, mais A fois B est égal à N qui est plus petit que N. Donc A est plus petit que racine de N. Et puis B est plus petit que 2 fois A, donc plus petit que 2 fois racine de n. OK? Donc, vous avez que chaque telle représentation de A fois B est comptée par la table de multiplication de taille. OK, je pense que je me suis trompé ici. 2 fois racine de n, ce qui ne change rien à la fin. Et de même, si vous avez une représentation, pour les n pour lesquels il existe un motif long, c'est la factorisation de n-1 comme ce produit. Et vous pouvez juste, en faisant un peu d'algèbre comme ceci, démontrer que il existe une correspondance avec ce nombre et le nombre de taille et les entrées de la table de multiplication de taille racine de 8n. Et donc, en général, je peux contrôler S de n, le nombre d'étoiles pour lesquelles il existe un bel arrangement, en termes d'une table de multiplication de taille plus ou moins racine de 12n. Donc, si je divise Sn par n, ça tend vers 0. Parce que A de racine de n sur racine de n au carré tend vers 0. Et ceci montre ce que je dis, qu'en fait, 0% des entières peuvent être représentées comme une factorisation restreinte. Et ça, c'est à cause de cette imbalance, que typiquement, un nombre qui est représenté comme A fois B a trop de facteurs premiers. Donc, c'est un nombre qui n'est pas très fréquent, qui n'apparaît pas très fréquent dans la nature. OK. Et maintenant, je vais juste étudier un peu plus le point de vue probabiliste. Expliquer un peu plus d'où ce point de vue, comment on peut comprendre cette fonction oméga de n d'un point de vue probabiliste. Ok, donc je prends tous mes entières, n, et je vais considérer l'événement E2, qui inclut tous les entiers qui sont un multiple de 2.
Et par les calculs qu'on a fait avant, plus ou moins proportion 1 sur 2 des entières sont un multiple de 2. Donc je peux construire un modèle, un modèle de probabiliste où maintenant il n'y a pas d'erreur. Donc dans mon modèle probabiliste, cet événement, je lui donne la probabilité 1 sur 2. OK, maintenant, je sais que si P et Q sont premières, alors distinctes, alors l'intersection des événements P divise N et Q divise N est exactement le produit. Exactement, si seulement si le produit P fois Q divise N. Parce qu'ils ne sont pas la factorisation unique des nombres premières. Okay? Si P apparaît comme facteur de N et Q apparaît comme facteur de N, alors les deux vont apparaître. OK, donc qu'est-ce que cet argument implique? Que si je considère l'intersection de EP et Q, ça devrait être l'événement EPQ, qu'on a dit qu'il y a probabilité 1 sur PQ. Mais ça, c'est juste le produit de probabilité de EP et Q. Et en fait, j'ai juste pris ici 2 nombres premières, mais il n'y a pas de raison de prendre juste 2 nombres premières. Je peux prendre aussi beaucoup de nombres premières que je veux et étudier l'intersection de plusieurs tels événements. Et toujours, le produit la probabilité de l'intersection sera le produit de probabilité. En fait, je peux considérer les événements EP comme s'ils étaient des événements indépendants. En réalité, ils sont juste quasi indépendants. Donc, on a que la différence de cette quantité, moins cette quantité, est petite. Donc, on n'a pas indépendance exacte en théorie des nombres, on a juste quasi-indépendance. OK? Mais supposez pour l'instant qu'ils sont vraiment indépendants et considérez cette fonction qui est juste un cousin de l'oméga majuscule, petit oméga de n, qui juste compte le nombre de facteurs, le nombre de premiers qui divise n, mais sans répétition. OK? Juste une fois. Si p au carré divise n, je ne compte pas 2 fois p, mais juste une fois. Et maintenant, je peux écrire cette fonction comme la somme de ces fonctions indicatrices. Mais ce sont des fonctions indicatrices des événements qui sont indépendants. Donc, ceci est une somme de variables indépendantes. Quasi indépendantes, mais supposons qu'elles sont vraiment indépendantes. Et pour une somme de variables indépendantes, il y a des théorèmes en probabilité, plusieurs théorèmes. Par exemple, on a le théorème central limite, qui va prédire que oméga n, si je soustrais la moyenne, qui est log n, et je divise par la variance, qui dans ce cas-ci est racine et log n aussi. Okay. Il faut diviser par l'écart type. Donc racine de log n, ça va tendre vers la répartition normale. Et en fait, tout ça que j'ai... cet argument qui n'est pas rigoureux dans ce moment-ci peut devenir rigoureux. C'est le travail d'Eldor Sekach, peut-être le premier exemple, le premier théorème dans la théorie des nombres probabilistes, qui ont montré que vraiment on a une convergence en répartition. Je considère cette variable aléatoire ici, oméga n, je soustrais sa variance, je divise par l'écart type. Okay, c'est une suite de variables aléatoires et elles tendent en répartition vers la loi normale. Donc c'est extraordinaire ce théorème parce que ici vous avez commencé avec quelque chose qui est complètement déterministe. Et même si cette quantité, cette fonction qui vit dans un monde déterministe, elle se comporte comme si elle était une variable aléatoire. Et ce point de vue est très très profond et utile dans la théorie des nombres pour comprendre plusieurs questions.
Et finalement, je vais juste vous montrer ce qu'est la vérité pour AN, parce que je vous dis que, ok, c'est beaucoup plus petit qu'un carré, mais quelle est la vérité? On avait vu que c'est un carré sur D et puis un carré sur D log n au carré. En fait, cette borne ici n'est pas la vérité non plus. Et la vérité est, j'ai oublié le carré au numérateur, ça devrait être n carré sur blablabla. Donc la vérité est log n à la delta fois quelque chose de petit, où delta est une certaine constante qui a une signification probabiliste que je ne vais pas expliquer. Mais voilà, vous avez exactement pourquoi AN sur n au carré, vous avez exactement le taux de convergence vers 0 de AN sur n au carré. Et c'est un théorème de Ford, qui était en fait mon directeur de thèse quand je travaillais sur ça. En fait, pour résoudre cette question, ce qu'il fallait étudier est cette question qui est purement probabiliste, qui n'était pas connue à l'époque. Donc, je vous donne, ce nom qu'on appelait order statistics. Je vous donne xi1 jusqu'à xk ordonné en 0 et 1. La moyenne de xij est j sur k. Donc, la question est quelle est la probabilité que tous les xij sont très proches de l'aire bornée, de l'aire moyenne. On sait qu'avec une très grande probabilité, je peux mettre ici racine de j, parce que c'est l'écart type ici. Mais cette question était un peu plus fine, donc elle n'était pas connue la réponse exactement. Et Ford a déterminé cette probabilité pour résoudre cette question ici. Et la probabilité ici est 1 sur k, à la fin, plus ou moins. OK. Donc la conclusion, comme je vous ai expliqué, il existe juste 0% de nombre d'étoiles. Juste pour 0% de nombre d'étoiles, je peux trouver un bel arrangement. Un exemple avec n égale à 69, comme étant donné par Skip Garibaldi. Mais quand ce travail de Skip Garibaldi a été publié, de Chris Wilson, qui est quand a observé que je peux tout simplement écrire de façon symétrique 69 comme ça. Mais en fait, même pour ce type d'arrangement, on peut montrer qu'il y a juste 0% d'entière à une telle représentation. Donc même si je deviens de plus en plus créatif, je ne peux pas arranger les étoiles. Donc voici une application libéraliste de maths. Il faut arrêter et ne pas ajouter une infinité d'états. Voilà. Merci.